Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Yasmina Auburtin, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes consultante Nouveau Récit chez Imagine 2050 et Pierre Gilbert, bonjour, le cofondateur de Sator. Il y a une expression que j'emploie quasiment tous les jours dans cette émission, évidemment, c'est transformation environnementale et sociétale. Quand je dis ça, c'est pas très sexy. Est-ce que votre métier, c'est de rendre cette transformation plus désirable d'une certaine façon? Exactement. Moi, c'est mon envie première au quotidien de retourner dans ces métiers que j'ai pratiqués par le passé. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans les médias traditionnels, que ce soit la presse, les sites internet et beaucoup de télévision, justement. Ouais. Puis après, de la publicité. Et je sais le pouvoir de ces métiers pour justement infuser nos modèles de société, ça infuse nos désirs, nos envies, les rôles modèles auxquels on a envie de ressembler, et on est vecteur de transformation. Ouais, avec une responsabilité qui est évidemment importante. C'est quoi Imagine 2050 ? Alors Imagine 2050, c'est un collectif d'intervenants qui viennent de ces métiers-là, justement, et qui viennent former dans les médias, dans les groupes de publicité. Donc, on travaille avec TF1, à France Télé, où on a accompagné des récits tels que Plus belle la vie, par exemple. On est allé infuser ces nouveaux récits, nouvelles manières d'être au monde, et face à l'environnement aussi, avec les scénaristes de Plus belle la vie. Des éditeurs. On a travaillé avec Glénat sur une nouvelle série de romans jeunesse qui voulait adresser ces sujets-là. Voilà, groupe Publicis, bientôt Havas. Alors on en reparlera du rôle de la pub parce que c'est une question qui est centrale. On va parler notamment de formation dans ce débat, Pierre Gilbert. C'est la vocation de Sator. C'est quoi Sator ? Pourquoi vous l'avez créé ? Absolument. Alors Sator, c'est la première plateforme de grande masterclass francophone dédiée aux transitions. En fait, on va chercher les plus avant-gardistes dans leur domaine et on construit avec eux un cours qui fait une dizaine d'heures en épisode d'une demi-heure. Donc c'est un format un peu série Netflix. Quelque part, c'est comme si on Netflixisait des cours du Collège de France, mais sur des enjeux qui sont ou directement liés aux transitions ou qui sont des outils au service de ces transitions. Qui il faut former ? Là, vous parliez, c'est prioritairement les décideurs, les chefs d'entreprise, les cadres dirigeantes et dirigeants. Qui il faut former ? C'est tout ça à la fois, mon général. Il faut tirer tout azimut parce que on n'a plus trop le temps. Donc, typiquement, nous, on a une interface grand public où chacun peut acheter un cours Sator. On forme les entreprises, on est Calliope, et voilà, les élus, les fonctionnaires aussi territoriaux. Les élus, oui, j'ai oublié les élus dans ma liste, ils sont importants. Donc tout le monde en parallèle, et c'est l'intérêt de nos formats, c'est que c'est facilement scalable quelque part. On parlait d'écologie culturelle avec Isabelle Giordano juste avant, c'est un concept que vous avez forgé en quelque sorte avec d'autres. Ça veut dire quoi exactement pour vous ? C'est quoi l'écologie culturelle ? Par définition, chacun peut y transposer un peu ce qu'il veut, c'est l'objectif. Nous, on a écrit ce manifeste de l'écologie culturelle avec Patrick Scheder et Nicolas Escac pour déjà populariser un petit peu ce qui, nous, dans notre ADN culturel en tant que Français, était déjà écolo. En fait, l'écologie, elle n'a pas 30 ans, elle a plusieurs siècles en France. On a des grands auteurs comme Victor Hugo, comme Georges Sand, qui étaient déjà écolos. Donc on s'est dit, le pire ennemi du changement, c'est le cerveau humain. On a tout un tas de biais qui nous encourage à ne pas changer. Pour casser un peu ces biais-là, on s'est dit, on va aller expliquer aux gens que l'écologie, c'est pas quelque chose de nouveau. On n'a pas à en avoir peur de cette grande transition. C'est quelque chose qui est là depuis des siècles, dont on parle depuis des siècles. Et puis, moi, mon apport en tant que prospectiviste en matière de risque climatique dans ce collectif, c'est aussi d'aller convoquer un peu la science, et notamment les neurosciences et la psychologie, pour justement détecter les biais qui empêchent la transition écologique. Quels outils vous utilisez, vous, je reste sur cet enjeu qui va avec, évidemment, de formation pour finalement diffuser ces impératifs, parce qu'on en est là, d'écologie culturelle, voilà, à vos interlocuteurs, que ce soit des chaînes, des patronnes, des patrons. Voilà, ces grands leaders des industries culturelles et créatives qui, justement, alimentent ces récits, qui font nos imaginaires, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin de plusieurs choses. Ils ont besoin de comprendre les enjeux déjà, parce que... Donc, il y a un langage commun en quelque sorte. Il y a la connaissance scientifique déjà, tout ce qu'on n'a pas appris nous à l'école au moment où on a été journaliste, producteur, comme moi je l'ai été à une certaine époque. Donc il y a vraiment un besoin de connaissance.
au-delà de la conscientisation que les choses vont mal, que ce soit au niveau de la planète ou de la justice sociale, il y a un besoin de vraie connaissance. Donc là, il faut apporter cette connaissance-là, et ça sert justement d'avoir été journaliste par le passé, parce que du coup, on peut les aider aussi. De l'inspiration, beaucoup d'inspiration. Ils ont besoin de belles histoires, ils ont besoin qu'on leur raconte ce mode de société désirable qui est à la fois respectueux des limites planétaires et de la dignité humaine. Donc on pense dans la théorie du donut de Kate Raworth par exemple. Il y a une vraie carence à imaginer comment ça pourrait être bien, comment ça pourrait être bien se passer. Donc là, on met de nouvelles lunettes et on ne va pas aller chercher à imaginer des utopies bisounours qui sortent de nulle part. On s'appuie sur des expériences qui marchent, qui existent déjà. Et puis on leur donne la preuve aussi qu'ils peuvent l'incrémenter dans leur métier en leur donnant de l'inspiration. Quelle campagne de pub, quel film a réussi à instiller tous ces éléments qui vont rééduquer notre regard sur une société qui pourrait être très différente de celle dans laquelle on vit. Et la dernière chose dont ils ont besoin, c'est qu'on leur source des outils qui existent et qui vont leur permettre d'être agissants tout en étant apprenants directement au sortir de nos formations. Oui, vous parliez, Pierre Gilbert, des intervenants dans ces conférences, enfin dans ces sessions de formation. Vous disiez avant-gardistes. C'est intéressant, donc ils peuvent être un peu pionniers même ou pionnières d'une certaine façon, avec le risque que ça suppose, parce que l'une des difficultés de cette transformation qu'on vit, c'est de prendre la bonne route, quoi. C'est de choisir des solutions qui sont les bonnes solutions, et parfois on peut se tromper. Comment vous êtes sûr que vos avant-gardistes sont les bons? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on est sûr de rien, c'est un processus alchimique, la sélection de nos professeurs Sator. Ça va du général Vincent Desportes, qui est l'ancien directeur de l'école de guerre, sur l'art de la stratégie, par exemple, qui est le premier, disons, grand théoricien et praticien de la stratégie à l'avoir aussi apporté dans l'entreprise. Donc on a fait un cours de 9h30 avec lui là-dessus, où il file tous les outils. Jusqu'à, on a le responsable du pôle énergie de Carbone 4 qui nous a fait un cours sur la transition énergétique, Alexandre Joly, qui lui a une vision d'ingénieur, mais très très structurée, très très claire. Donc on alterne un petit peu ces profils. On va avoir un cours avec l'économiste Gaël Giraud, par exemple. Donc après, est-ce que leur vision est la bonne? On ne sait pas, mais comme le disait Yasmina, l'important c'est aussi d'inspirer. Parce que c'est comme ça qu'on met en branle les émotions quelque part. Sur le rôle de la publicité, je voudrais bien qu'on prenne quelques minutes pour vraiment se concentrer là-dessus. La pub, si on fait le constat, elle a accompagné depuis des décennies le développement de la société de consommation, parfois même de la surconsommation, de tout ce qu'on essaye de mettre de côté, l'économie linéaire, etc., etc. Est-ce que c'est la mieux placée pour prendre le virage? Alors, tout le monde n'est pas convaincu de ça, mais moi, je suis convacue, oui, qu'ils sont très, très bien placés pour avoir autant travaillé dans les médias que la publicité. Il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui d'effectivement avoir été le bras armé de l'imaginaire qu'on nomme, nous, le business as usual, celui qui est dans le déni des enjeux, enfin des limites planétaires notamment. Ils sont aujourd'hui plus encore le bras armé d'un imaginaire qui est dominant et qui est peut-être un peu plus dangereux. Enfin, nous, on pense qu'il est plus dangereux, c'est l'imaginaire technosolutionniste, qui ne nie pas la réalité mais qui dit le cerveau humain trouvera la solution comme il l'a toujours fait. Oui, on est les plus forts. Mais voilà. Mais pardon, mais alors là, ça dépend des donneurs d'ordre, mais il y a aussi des agences de pub qui sont derrière des campagnes qu'on qualifie de greenwashing et qui sont nettement du greenwashing. Alors, ils sont dans une dissonance, comme nous le sommes tous, à des niveaux très très différents. Et ce qui va manquer aujourd'hui, c'est être accompagner justement peut-être la transformation, et de beaucoup d'agences y travaillent pour faire en sorte que la publicité vienne accompagner un nouvel imaginaire, ce nouvel imaginaire de sobriété que j'appelle de plus en plus souvent moi un imaginaire de nouvelles abondances, parce que justement il faut que ce soit sexy. Le problème de l'imaginaire sobre, c'est qu'on entend tout de suite ce dont on va être privé. Oui, on a tout de suite une image de ceinture qui se serre, quoi. Alors qu'il va falloir vraiment mettre la lumière sur tout ce qu'on a à
gagner, parce qu'on a beaucoup à gagner dans ce nouvel imaginaire. Et là, les créatifs, ils ont besoin énormément d'inspiration pour faire aussi accompagner cette transition des entreprises pour lesquelles ils travaillent, où ils sont souvent aussi, à travers le planning stratégique, promoteurs aussi de l'exploration d'autres réalités qui sont de toute façon aujourd'hui nécessaires. La prise de conscience, elle est vraiment là. Pierre Gilbert, je parlais des donneurs d'ordre, ils ne sont pas tous au même niveau de prise de conscience, déjà, il y a ce qu'on disait. Pour certains, ça veut dire changer le modèle économique de leur entreprise. Là aussi, il faut trouver comment rendre un tel message non anxiogène, déjà pour ses salariés, et puis plus généralement pour ses clients, pour la société. Alors, moi, je crois beaucoup au fait de passer par la psychologie individuelle et de poser la question à ces décideurs-là, est-ce qu'eux-mêmes sont heureux en ayant quand même un peu de conscience du fait que parfois leur entreprise ne va pas vraiment dans la bonne direction, ne serait-ce que par rapport au futur de leurs enfants. Alors, souvent, ces gens se racontent un propre récit, sont dans le déni, mais c'est un besoin vital, sinon on craque. Mais voilà, se poser la question du bonheur, en fait, il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises qui ont fait des choix de réorientation vers des business models beaucoup plus régénératifs ou soutenables, mais authentiquement, et qui sont beaucoup, beaucoup plus heureux, qui sont passés d'une logique de chaîne de valeur à une logique de cascade de valeur, qui font certes un petit peu moins de croissance, mais une croissance qui est plus pérenne, qui est plus durable, et qui produisent plus de bonheur. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous parler de cette écologie culturelle. On vous retrouvera d'ailleurs dans la plénière, c'est ça, de ProDurable. C'est le 12 et 13 septembre prochain, événement majeur de l'économie responsable. C'est au Palais des Congrès à Paris. C'est notre rubrique Start-up. Tout de suite, tous à vélo cargo.